matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir Dr Maurice Berger pour présenter son nouveau livre Mineurs violents, état inconsistant aux éditions L'Artilleur. Dr Maurice Berger, pour ceux qui ne le connaissent pas, est pédopsychiatre, psychanalyste, ancien professeur associé de psychologie de l'enfant. Il travaille auprès des mineurs violents depuis de grand nombre d'années et ses travaux scientifiques font l'objet d'une reconnaissance internationale. Son premier ouvrage, notamment, avait fait à l'époque l'objet d'une bombe pour ceux qui ont bien voulu se donner la peine de le lire. Sur justement cette violence. Et aujourd'hui, il s'agit, le premier s'appelait Sur la violence en France. Le second, Faire face à la violence en France, qui avait obtenu le prix Acropolis. Et aujourd'hui, donc, Mineurs violents, état inconsistant. C'est peut-être aussi de rajouter état inconsistant dans le titre, montre bien qu'il y a eu une absence de réponse finalement à ces premières alertes, docteur Berger, que vous aviez lancées. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci beaucoup. On va revenir sur l'absence de réponse et puis ce que vous appelez justement de vos voeux, c'est-à-dire un vrai projet de société, une réforme évidemment pénale, mais également un projet de société qui l'accompagne pour pouvoir enfin prendre les choses en main et tenter de sauver la France, parce qu'on en est là. Vous commencez votre livre par « Est-ce que c'est foutu ?» Quand même, hein. C'est la question du début. Et vous vous dites « Je ne sais pas ». Et je tiens à préciser, parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous travaillez constamment avec cette jeunesse violente. Peut-être d'ailleurs pouvez-vous revenir sur cette jeunesse avec laquelle vous travaillez. Et c'est donc vous qui êtes le plus à même de savoir où on en est, en fait, de tâter le pouls de la situation, on va dire presque psychique de cette jeunesse violente qui est en France. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais juste vous citer, et vous-même vous citez un exemple, un témoignage et un exemple d'un homme qui a été frappé, donc un exemple de violence et de la peine qu'il a subie, juste pour qu'on comprenne un petit peu dans quel monde on vit en France aujourd'hui. Un jeune homme de 25 ans a été frappé sans raison alors qu'il sortait d'une boîte de nuit, mis au sol, et ses agresseurs ont joué au football avec sa tête. Il a présenté des fissures du crâne, une déchirure des méninges, une pneumoncéphalie et garde des séquelles majeures. Il ne pourra probablement jamais retravailler. Lors du procès, les faits sont qualifiés de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, passible de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, d'après l'article 222-9 du Code pénal. Or, un des deux agresseurs, récidiviste, est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Le parquet ne fait pas appel et cet auteur ne fera pas un jour d'incarcération. Pas un jour d'incarcération. Voilà pourquoi je crois que mineur violent, état inconsistant, il y a véritablement un problème. On va commencer, avant d'aller sur la réponse étatique. Docteur Maurice Berger, est-ce que vous pouvez nous décrire cette violence des mineurs que vous connaissez bien ? Oui, c'est une question compliquée, au sens où il y a plusieurs sortes de violences. C'est-à-dire que les médias, les sociologues, les politiques parlent de violence des mineurs, et je me suis trouvé face à des mineurs ayant des fonctionnements souvent psychiques, souvent très différents. C'était d'ailleurs une recherche passionnante. Moi, c'est un travail certes compliqué, mais moi j'ai eu beaucoup d'intérêt à le réaliser et je continue. Je voudrais juste souligner par rapport à l'exemple que vous donnez que j'ai été dans une situation très particulière, c'est-à-dire en même temps, je travaillais en centre éducatif renforcé avec des mineurs particulièrement violents Mmh. et en même temps, je travaillais en réadaptation fonctionnelle où je voyais les victimes. Ah oui. Et je pense que si je n'avais pas tenu ces 2 comment dire? Ces 2 aspects cliniques à la fois, je ne me serais peut-être pas rendu compte de la gravité. C'est-à-dire que d'un côté, le lundi, je pouvais voir des mineurs qui me disaient: «Oh ben», je leur demandais: «Qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la victime?» Et la réponse que j'avais: «Mais j'en ai rien à foutre». Mmh. Et le mardi, je voyais, une personne dont le cerveau était définitivement endommagé ou des articulations définitivement, brisées de manière, irrécupérable, qui ne pourrait plus marcher normalement dans la vie. Et j'ai demandé à ces personnes agressées de me donner la photocopie des jugements. Et c'est là que je me suis rendu compte du niveau d'impunité, stupéfiant. C'est-à-dire qu'on a une culture de l'impunité au lieu d'avoir une culture de la responsabilité.
en France. Et j'ajouterais qu'on a une sacralisation de l'individu et de la liberté de l'individu au lieu d'avoir une sacralisation du corps. Oui, À partir l'intégrité de du ces corps, oui. 2 conceptions, on n'est vraiment pas sorti d'affaire. Tout à fait. Vous parlez de l'importance de l'intégrité du corps Oui. qui n'est plus protégée. Je crois que c'est votre deuxième chapitre où vous revenez en effet sur aujourd'hui la dichotomie, on va dire, entre l'atteinte corporelle et vous dites, je crois que c'est peine virtuelle, c'est le nom de votre chapitre 2. Voilà. Blessure réelle et peine virtuelle. Voilà dans quel monde, en fait, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont véritablement un corps agressé. Mais la peine, elle, n'est pas concrète, n'est pas réelle. Comment, en fait, c'est vrai que ce décalage, vous dites, en fait, il est à l'origine du problème. Heu, à l'origine du problème au niveau, vous voulez dire de comment ces mineurs se construisent? Oui, c'est ça, c'est-à-dire Oui. que eux, Alors enfin, on ne leur apporte pas la réponse nécessaire. oui. Alors bon, on leur apporte pas la réponse nécessaire. Je vais vous donner un autre exemple et puis après on parlera de comment ils se sont construits psychiquement, si Oui, vous le souhaitez. bien sûr. Mais c'est un mineur que je reçois au CER et il me dit: «J'ai été renvoyé du foyer d'accueil d'urgence parce qu'on mettait le souk, on n'obéissait à rien du tout et cetera». C'était un foyer dont la porte est ouverte et à un moment, les éducateurs ont dit: «Bah, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous fichez le camp». Et ce mineur me dit: «Mais ces gens-là, ils sont pas faits pour faire le métier d'éducateur. Ce dont on aurait eu besoin, c'était d'une bonne tarte». Mmh. Évidemment, on ne va pas agir comme ça comme éducateur, mais ce qu'il signifiait, c'était qu'il y avait en eux le besoin de rencontrer une force supérieure à leur violence. Et ça, il y a une véritable surdité au niveau des politiques et de certains magistrats. Je dis bien certains, parce que je rappelle quand même qu'en 2002, à l'École nationale de la magistrature, on enseignait les courtes peines. C'est dire notre niveau de dégradation. Oui, oui. Juste Donc pour, oui. c'est aussi un appel à trouver des limites contenantes. Oui, donc c'est-à-dire que et ça, on va revenir sur, leur construction psychique à eux, à ces jeunes violents, voire ultra-violents, puisque là, c'est de cela dont il s'agit. Mais peut-être expliciter tout de suite que nous n'avons pas la réponse pénale nécessaire aujourd'hui. Vous le dites, c'est pas le fait, et vous le précisez bien dans votre livre, d'un c'est pas une globalité, c'est pas un corps, entier qui répond comme ça, mais il y a une tendance, on va dire, qui est aussi liée à la tendance de notre société à ne pas, réprimer, à ne pas vouloir réprimer, à ne pas vouloir mettre en prison. Vous précisez qu'en effet, on a interdit, limité en tout cas, les peines de prison, non, interdit les peines de prison de moins d'un mois depuis 2021. Donc, ce qui est, d'après vous, une erreur, puisque justement ces peines de prison courtes sont reconnues et pourraient fonctionner pour cette jeunesse violente comme étant justement un véritable interdit, comme vous le dites, et un stop à leur violence. Oui, c'est vrai. On a une série d'études qui montrent que ces peines sont efficaces. Pas pour tous les mineurs, si une courte peine de prison était la solution au problème, ça serait trop simple. Mais on a des études étrangères, on a le témoignage de nombreux magistrats français qui expliquent que quand ils pouvaient utiliser ces courtes peines, les mineurs les ont remerciés d'avoir arrêté leur escalade dans la violence. Et puis il y a une étude qui est sortie très récemment, c'est tout à fait intéressant. Elle montre que on décide une peine de prison d'emblée, une courte peine, on a beaucoup moins de récidives que si on attend que ce mineur soit multirécidiviste. Donc, un mineur qui a déjà été condamné plusieurs fois sans peine de prison a plus de chances de récidiver après la prison. Est-ce que j'ai été clair? Oui, tout à fait. Voilà, Il faut être puni par une peine. On revient sur cette distinction du corps et de la peine virtuelle. Atteinte à l'intégrité du corps, mais son propre corps, celui qui a commis la faute, lui, ne ressent rien de cet interdit finalement, d'après ce qu'on comprend. exactement. L'arrestation, parce que c'est le vilain mot. La prison, l'arrestation, on confond complètement la répression. La répression, c'est interdire à quelqu'un de dire ce qu'il pense Mmh. et mettre quelqu'un en prison, ça n'est pas de la répression,
Peut-être que ça paraît énorme ce que je dis, mais c'est d'une part une sanction légitimée par, la société et le code pénal, et c'est d'autre part un moyen qu'on lui propose de contenir ces débordements de violence et ces débordements pulsionnels. Et c'est souvent seulement quand on arrête, la possibilité d'agir que ces sujets commencent à penser. Dans le livre, il y a un exemple assez stupéfiant d'un monsieur avec qui j'ai eu la chance de discuter et qui avait pris, alors il avait été en établissement pénitentiaire pour mineurs, il décrit ça un peu comme le club méditerranéen, il faut bien le dire. Et puis après, il va dans un quartier pour mineurs, c'est la cellule. Et puis pour 6 ans, donc il avait dû faire des actes gravissimes. Il n'a pas voulu m'en parler. Et il dit: «Face à un mur, j'ai commencé à penser. Je ne pouvais pas commencer à penser sans cela». Mmh. Et à ce moment-là, j'ai pu utiliser la psychologue et actuellement, il fait des études pour être moniteur éducateur. Ouais, c'est Donc incroyable. Mmh. voilà ce que peut en quoi ça peut aider l'arrêt d'agir. Oui, on avait aussi, nous reçu, il y a longtemps, Georges Fenech, qui avait publié un livre, Mmh. ancien magistrat, et qui nous avait donné aussi un exemple similaire, d'un ancien délinquant, je me rappelle plus s'il était délinquant criminel, qui, avait, qui a auquel il avait infligé une peine de prison et qui est allé le remercier. Il l'avait poursuivi dans la rue une fois, mais en fait donc Georges Fenech était un petit peu inquiet et puis finalement c'était pour lui dire: «Merci monsieur, je voulais vous remercier, grâce à vous, vous avez changé ma vie. Grâce à vous, j'ai pu devenir quelqu'un de bien». Donc voilà, cette nécessité de répondre à la faute que nous avons commise par une condamnation qui touche notre corps, comme vous l'avez dit, c'est vraiment intéressant en effet. Et vous le soulignez, qui n'est absolument pas prise en compte. D'abord, il y a le système des bracelets électroniques, donc on ne réalise pas forcément la, la condamnation qu'on a eue. Et encore, quand on a bracelet électronique, et ça c'est encore tout un autre sujet, puisque il faut le rappeler, et vous le rappelez très bien, et vous l'avez déjà rappelé à de nombreuses reprises, on a pour le moment, notamment pour les mineurs, une justice pénale très très peu répressive, parce qu'elle devait prendre en compte les difficultés de comment dire, l'irresponsabilité entre guillemets de la jeunesse. Mais vous dites les choses ont changé depuis longtemps sur ce sujet aussi, sur enfin, la justice pénale actuelle n'est plus adéquate et n'est plus en adéquation avec cette jeunesse-là. Oui, c'est vrai que, tout repose sur la loi de 45. Oui. La loi de 45, c'est, après la libération. C'est une loi qui a été voulue par le général de Gaulle et avant, on avait alors là, vraiment des maisons de correction avec, des conditions. Là, c'était répressif, c'était brutal, c'était comment ça s'appelle le film déjà? Les choristes. Oui. Enfin, l'aspect le pire qui est montré dans Les choristes. Et donc on a décidé que l'éducatif devait primer sur, le répressif, Mmh. comme on dit. Mmh. Puis, actuellement, on n'est plus devant les mêmes, mineurs. C'est-à-dire que, vers 1945, c'était une période de l'adolescence compliquée. C'était là et quand l'adolescence était passée, on avait beaucoup de mineurs qui, prenaient une vie sociale normale. Rentrer dans le rang. Et les accompagner pendant cette période. Les mineurs que je vois actuellement ont une violence qui a débuté souvent dès la crèche, dès la maternelle, donc ça n'est plus du tout la même structuration psychique. Ce sont des mineurs qui ont été exposés à des scènes de violence conjugale. C'est un des facteurs, les plus importants, avec, ce qui explique qu'on entre autres, qu'on ait beaucoup de mineurs, originaires de cultures où il y a une inégalité homme-femme. On a aussi des mineurs qui ont été surprotégés, il faut bien le dire, par, leur mère, parce que vous savez, on parle beaucoup des mères monoparentales qu'il faut aider et cetera, mais on a des travaux qui montrent que ces mères, innocentent complètement leur, enfant, ne lui mettent aucune limite C'est ça. et qu'au moment où elles veulent reprendre le contrôle, c'est à Ils sont débordés, l'adolescence, à oui. 13 ans et là, c'est trop tard. Mmh. Donc, moi, je suis très réticent pour la théorie de la mère monoparentale, victime de ce qui se passe. Je connais plein de mères monoparentales qui ont élevé leur enfant seul en lui inculquant les valeurs minimum nécessaires pour, la vie en groupe.
Oui, donc vous le dites un peu plus loin d'ailleurs, ce schéma, on va dire qu'on peut retrouver de cette jeunesse, qui n'est plus la jeunesse de 45, c'est clair. Donc qui a vécu des violences, familiales, enfin qui a été au moins l'observateur de violences familiales. Heu, pardon, famille, très souvent monoparentale, le plus souvent le père absent, et puis oui, ce côté, surprotection, plutôt du fils d'ailleurs, mais c'est plutôt la mère par rapport au fils, hein. Est-ce que ça, c'est aussi culturel? Est-ce que c'est aussi lié à une culture religieuse, par exemple, plus qu'une autre qui a tendance à privilégier la place de l'homme? Je ne sais pas si c'est religieux, parce qu'on a la même chose, en Guadeloupe et en Martinique. Donc heu, voilà, il est certain que, dans une culture où il y a une inégalité homme-femme, Mmh, comment dire? Le garçon va avoir un aspect enfant roi sacralisé. ouais, C'est le fils aîné qui doit prendre la place du père, mais il n'y a pas que ça. Et d'accord. puis, ça nous amène à évoquer la dimension clanique. Oui, La dimension clanique est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'un clan, c'est un groupe indifférencié avec un patriarche ou une matriarche. Tout le monde doit en gros penser pareil, on ne doit pas s'en éloigner physiquement et psychiquement. C'est-à-dire que, un enfant dans un clan n'acquiert pas la capacité de développer une pensée individuelle. Nous, dans notre culture, on a envie que nos enfants pensent par eux-mêmes, mmh. aient un projet de vie personnel, qu'ils puissent s'éloigner, sans rompre les relations, ils Mmh. restera attachés à leur famille. Oui, on dit Alors, prendre son envol, ça veut bien dire ce que ça veut dire, oui. prendre son envol, on peut dire comme ça. Dans un clan, c'est pas pareil. C'est pour ça que la ghettoisation est auto-sécrétée. Mmh. Quand on dit la ghettoisation, les quartiers déshérités, et cetera, non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Dans ces quartiers, la ghettoisation est sécrétée. On ne peut pas s'en éloigner comme ça. Et je vais vous donner un exemple. C'était une responsable politique de la ville qui va voir des jeunes qui étaient souvent dans ce type de famille, et elle leur dit: «Qu'est-ce que vous voulez comme installation? Qu'est-ce qui vous aiderait?» Et ils ont répondu: «Une piste de motocross, mais au pied de l'immeuble». C'est-à-dire le clan, c'est un territoire aussi, un territoire géographique dont on ne sort pas comme ça. Évidemment, une piste de motocross au pied de l'immeuble, ça va faire beaucoup trop de bruit pour qu'on l'installe. Bien sûr. Oui, oui, on voit bien en effet les limites autant Mais vous géographiques que savez, psychologiques finalement. dans un clan, le code de l'honneur de la famille prime sur les lois de la République. C'est pour ça que la violence est présente. Si, si quelqu'un n'est pas d'accord avec un membre d'un clan, la réponse, ça va être: «Mes frères vont venir te tuer», très facilement. Ouais, et là pour le coup, il y a une atteinte à l'intégrité physique, et donc ils sont capables de rendre par le physique. Ça aussi qui est intéressant d'ailleurs, ce que nous ne sommes pas capables de faire, la société, en nous protégeant d'incarcérer quelqu'un et donc de le bloquer physiquement dans sa mauvaise action. Eux sont capables en tant que clan de se rendre les uns les autres. C'est aussi ça, comment dire? Enfin c'est la loi du talion. Tu m'as donné un coup, tu m'as atteint, je t'atteins. Donc il y a véritablement une, une violence, qui, est autorisée entre eux, et que nous ne savons pas, aujourd'hui mettre en place, finalement, pour mieux protéger l'ensemble de la société. Je voulais aussi Et aller c'est oui, plutôt, attendez, je voudrais juste préciser, c'est allez-y, plutôt la loi allez-y. du plus fort. C'est-à-dire, il y a une question d'honneur. Mmh, Si je ne suis pas le plus fort, j'ai honte et je fais honte à mon groupe familial. Donc, la règle, c'est plutôt: j'humilie l'autre ou je suis humilié. Et dans ce cas-là, il faut être le plus fort ou rameuter son groupe pour que ce groupe soit le plus fort. Donc oui, c'est je donne dans le livre l'exemple de la prise en charge d'un mineur qui était dans un des clans les plus violents que j'ai connus, et on voit bien comment ce mineur souffre terriblement. C'est-à-dire que mon travail, c'est d'essayer de l'amener à penser différemment, et en même temps qu'il commence à penser différemment, il perd une partie de son identité. Donc il est vraiment déchiré à l'intérieur de lui, et le résultat, c'est il se met en danger, on doit l'hospitaliser, mais on y est quand même arrivé dans ce cas-là. Cela dit, je l'écris, je n'enverrai pas d'équipe
prendre en charge un mineur dans un clan extrêmement violent. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Nous, on avait des dispositifs, de sécurité, hein, pour faire ça. Oui, c'est quand même impressionnant. Je voulais juste, pour finir sur la, entre guillemets, «présentation», de cette jeunesse violente et de sa construction, de son terreau. On a parlé de l'aspect clanique, on a parlé de l'aspect monoparental, on a parlé du mineur surprotégé. Il y a aussi, l'individualisme et les réseaux sociaux. Je voulais quand même qu'on dise un mot des réseaux sociaux et en général d'ailleurs du numérique, du téléphone et la place que cela prend. C'est vrai que, heu, j'ai eu du mal à en accepter l'importance et que heu, bon, peut-être, parce que je ne suis pas de cette génération et puis, en fait, sur les réseaux sociaux, on a c'est beaucoup plus facile d'insulter quelqu'un qui n'est pas en face de soi, d'abord. Donc la violence va monter uniquement par image ou par message interposé et à un moment ça atteint c'est en plus, heu, il y a les autres membres du réseau qui vont exciter, «te laisse pas faire» et cetera et ce qui aurait pu rester, bon, dans certaines limites, fait qu'on est obligé, ceux qui sont pris là-dedans sont obligés d'en arriver aux mains. Parce que ça a été mis sur la place publique et il y a une question d'honneur, là aussi, à régler donc Ouais, c'est vraiment un facteur, non pas causal, mais un amplificateur c'est ça. du conflit. Alors je voudrais qu'on aille maintenant, maintenant qu'on comprend un peu ce que c'est que cette, jeunesse, violente et d'où elle vient. Hem, vous parlez aussi, quand vous dites, ultra-violent, vous décrivez ce que c'est. L'ultra-violence, finalement, vous le dites, c'est cette disproportion entre la motivation des actes commis et leur gravité. Hem et malheureusement, c'est ça qui est absolument terrible aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de cas. On a encore eu, il y a peu de temps, des joueurs de rugby qui ont été assassinés, des coups de couteau, dans des boîtes de nuit pour rien, pour un mauvais regard, et en fait, c'est ça, qui fait terriblement peur aujourd'hui, c'est que, sans provocation, sans rien, on peut, se prendre un coup de couteau et vous le dites d'ailleurs en introduction de votre livre, aujourd'hui les familles en seront réduites à chercher tout simplement l'endroit où, quel point du territoire, un point du territoire où nous serions encore en sécurité. Voilà, vous dites, sur quel point du territoire sommes-nous encore en sécurité? Beaucoup de citoyens en sont réduits à se soumettre ou à espérer que la violence ne tombera, ou en tout cas tombera ailleurs que sur eux. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on se dit: «Bon, c'est arrivé là, c'est arrivé là. Espérons que ça n'arrive pas encore là avec mes enfants à moi», ou avec nous-mêmes d'ailleurs, dans cette boîte de nuit ou, je ne sais pas à quelle sortie de parking. Puisqu'on a l'impression que ça peut tomber à n'importe quel moment et pour de mauvaises raisons. Ça, c'est sur l'ultraviolence, si vous voulez bien en dire un mot. Et ensuite, on va enfin aller sur la réponse, ce projet de société que vous appelez. Et là, je tiens à le dire, vous le dites bien, vous, dans l'introduction de votre livre, le président de la République actuelle n'a jamais réalisé la gravité du problème. Et vous avez écrit votre livre quand même, le premier, je crois, il y a une dizaine d'années au moins, non? Non, il y a un peu moins, il y a 7 ans? Ben, déjà, «Voulons-nous des enfants barbares?» c'est 2008. Oui. Je suis tombé sur un document du Centre d'analyse stratégique demandé par, enfin, le Premier ministre, c'était monsieur Fillon, sur: «Faut-il, une réponse, pénale auprès des parents?» Vous vous rendez compte? On posait la question, on pose la même question actuellement. Mm. Donc on a vraiment l'impression de ne pas avancer. Alors la violence extrême, que je préfère au terme d'ultraviolence, Ouais. est, s a comme résultat, comme but, d'anéantir l'autre. C'est-à-dire ce n'est pas une bagarre, où on essaye de, je dirais, casser la figure de l'autre, d'être plus fort que lui, c'est vraiment l'anéantir et avec une chose dont on ne parle pas, qui est, d'être comme une mouche, hein, qui gêne, on va ou un moustique, on l'écrase, mais avec aussi un certain plaisir. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas cela, il y a un plaisir de tuer et de détruire complètement l'autre Ouais. et c'est inquiétant parce que en même temps que cette violence augmente, ultime et qui n'est pas simplement prendre l'ascendant, en même temps, j'ai observé chez un certain nombre de mineurs une diminution des capacités de pensée.
C'est-à-dire que ça va être très compliqué d'obtenir ce que j'appelle du matériel psychique utilisable pour moi. Il y a cette étude intéressante qui montre que parmi les mineurs, alors là, ce sont les mineurs qui ont délinquants, ça a été fait à Marseille en 2014, il y a 10 ans. 61% avaient été en échec scolaire au CP. Donc, quand on sait à quel point on a baissé notre niveau d'exigence scolaire, on a là des mineurs qui ont un psychisme et je dirais même une intelligence tellement impactée que voilà, nos moyens de prise en charge sont, sont compliqués, sont Ouais, vous parlez difficiles. de déficience intellectuelle pour eux. Oui, c'est le grand mot tabou, c'est le grand mot tabou, mais on a un certain nombre de sujets avec lesquels l'intelligence a été atteinte pour X raisons, aussi des raisons de négligence grave. Qu'est-ce que c'est que la négligence? C'est un bébé auquel on ne sourit pas, on ne parle pas, on ne le porte pas, on le laisse dans son berceau, on ne joue jamais avec lui. Quand il appelle, qu'il pleure, on le laisse pleurer pendant 1 heure dans son cosy sans lui répondre. Et ça donne une atteinte de la pensée énorme. Oui. Donc en fait, je suis pas sûre que vous soyez d'accord avec ma conclusion, mais on se dit presque qu'on est en train de créer des monstres. C'est-à-dire que ces bébés auraient pu être pris en charge dès la naissance, on le voit, au niveau de la famille. Ensuite, pourraient entendre des signaux, des cadres qui viendraient de la société et des interdits qui viendraient de la société s'ils n'avaient pas été apportés par la famille avant. Mais ce n'est pas fait non plus. Et donc, et ils continuent comme ça dans ce plaisir de la violence et en plus maintenant amplifié, comme vous l'avez dit, par le numérique. En fait, il y a une série de barrières qui auraient dû avoir lieu, qui n'ont pas lieu aujourd'hui, docteur Berger. C'est le problème de la difficulté dans laquelle se trouve la protection de l'enfance actuellement. Elle est complètement dépassée par le nombre. C'est pour cela que je dis, en faisant référence au modèle danois, même si on ne peut pas l'appliquer tel quel, qu'on ne peut récupérer un modèle de protection de l'enfance cohérent que si on arrête l'immigration, le temps qu'on a pu assimiler, proposer une assimilation aux personnes en difficulté. Et quand même, hein, il y a un autre facteur, là aussi c'est une sorte de tabou, c'est que entre au minimum 30% des mineurs violents ont un parent directement, père ou mère, malade psychiatrique. Malade psychiatrique, c'est-à-dire avec des hospitalisations répétées en psychiatrie. Et ça, normalement, aurait dû être repéré. Il aurait peut-être fallu envisager un placement beaucoup plus précoce. Et là, il y a un trou. Oui. Là, il y a un trou au niveau de repérer les troubles mentaux des parents. Ouais. Et de toute façon, comme il y a un trou, on avait déjà nous reçu des psychiatres sur le sujet. Il y a un trou sur la psychiatrie en France, euh, qui est très très mal accompagné et aidé, subventionné par l'État. Je voudrais quand même qu'on arrive sur votre appel au réveil de notre société, puisque vous dites État inconsistant. On a rappelé donc l'absence de réponse de notre président de la République actuelle qui n'a jamais réalisé la gravité du problème. Il n'y a pas que lui. Et vous dites, et c'est important je pense de le souligner, les agresseurs ne sont pas les seuls à pouvoir être barbares. Ceux qui ne protègent pas le corps rendent barbare une société, la nôtre. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une chaîne de responsabilité finalement. Évidemment qu'il y a les auteurs directs du crime, mais il y a toute cette chaîne de responsabilité qui est oubliée, et c'est ça que vous appelez finalement, quand vous dites pour une révolution pénale, que vous appelez de vos voeux. Vous voulez un réveil de l'État et une réforme pénale, mais une réforme pénale qui s'inscrive dans un changement de mentalité finalement. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez développer ce sujet? Oui, la question de fond, c'est qu'est-ce qui est grave? Oui, C'est-à-dire qu'on a d'un côté des mineurs qui disent moi, de toute manière, ce qui arrive à la victime, ça m'est complètement égal. Pour moi, c'est pas grave. Et puis qui disent même encore plus, je sais que même si je fais quelque chose de grave, je ne serai pas condamné. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien intégré le fonctionnement d'une partie de la justice des mineurs. Et d'un autre côté, l'exemple que vous avez donné de ce monsieur qui a été frappé à la tête et puis où il y a une peine vraiment virtuelle, oui.
eh bien, on a une justice qui n'arrive pas à comprendre que c'est grave. Je dis cela pour certains magistrats, mais aussi les politiques n'arrivent pas à comprendre que c'est grave Mmh. pour beaucoup tant que ça leur est pas tombé dessus. Oui. Alors, face à cela, effectivement, il faut une réforme pénale. Mais quel genre? Et je crois que nous sommes aujourd'hui exactement face à ce problème. C'est-à-dire, est-ce que nous allons agir par conviction? C'est-à-dire la conviction que le corps doit être protégé et que mettre des limites contraignantes à un sujet est quelque chose qui l'aide? Ou est-ce que nous allons heu, procéder par obligation? Obligation, c'est-à-dire, bon, c'est pas possible de laisser la situation comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va faire quelque chose à minima. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toute la chaîne de pensée et de décision qui sera indispensable. Moi, ce que je crains, c'est qu'on raisonne par obligation. Et oui. Donc les citoyens seront rassurés, sauf que je peux garantir que 2 ans après, il faudra reprendre les choses et encore 2 ans après et 2 ans après. Déjà, quand une loi mise en place en septembre 2021, en 2024, on s'est dit: «Non, non, c'est plus possible, il va falloir la changer, rapidement», ça montre que, bon, cette loi était folle, hein. C'était une loi purement idéologique. Oui. Mais ce qui va être mis en place maintenant, je pense qu'il y a des risques que ce soit le minimum Oui. et ça ne marchera pas. Oui, donc c'est là que vous dites, responsabilité des magistrats, responsabilité des politiques qui ne se sentent pas concernés, tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes eu malheureusement un fait dramatique, dans leurs proches, dans l'environnement, et c'est pour ça que vous écrivez ce livre, docteur Maurice Berger, c'est pour qu'il y ait véritablement un réveil, un sursaut. Heu, Est-ce que malgré tout, je pense que le peuple, lui, se sent, enfin le peuple, les Français, eux sont de plus en plus inquiets. Ils se sentent, on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus en insécurité, partout en fait, et pour n'importe quoi. Est-ce que, le réveil ne peut pas venir de cette inquiétude de l'ensemble, portée par l'ensemble des Français, qui forcerait les politiques, autant que les magistrats, à changer de mentalité? Ah ben, il est certain que le niveau d'insécurité joue sur les votes et que c'est aussi un des moteurs. Vous avez raison. Mmh. Cela dit, quand on va plus finement, évidemment, il faut abolir totalement la loi de 2021. Je veux dire, en 2024, il fallait abolir la loi de 2021. C'est énorme, quand on y pense. Mais entre-temps, combien de blessés, combien de tués, comme Bien on sûr. dit? Et là, regardez simplement l'exemple des courtes peines. OK, mais les courtes peines, derrière, on a le juge d'application des peines qui peut dire, «Ah bah non, au lieu de la prison, ça sera le bracelet électronique ou autre chose». C'est ça, D'ailleurs, je pense qu'il faut supprimer le juge d'application des peines. J'appelle ça un juge d'atténuation des peines, tout à c'est-à-dire fait. une session de rattrapage. Et puis, heu, comment, En fait, oui, hem pardon, juste pour préciser, parce que je suis pas sûre que tout le monde réalise, c'est comme si oui, on avait eu 2 procès. Il y a le premier procès oui, où il y a, on donne la peine et on délivre la peine du condamné. Puis une deuxième procès où, comme vous le dites, c'est session de rattrapage et finalement, en général, la peine finit par être beaucoup moins dure que la première. tout à fait, tout à fait. À quoi ça a servi Mmh. que les magistrats statuent lors de la première audience? Hem, heu et un autre point, toujours sur les courtes peines. Comment faire avec les magistrats qui refuseront d'appliquer ces courtes peines? Donc on voit bien qu'il va falloir envisager des alors les magistrats, vous savez bien que c'est le syndicat de la magistrature et même d'autres, vont dire qu'au nom de l'individualisation de la peine, ils ne vont pas appliquer ce qui est, proposé dans le code pénal. Et ça fait partie au niveau du Conseil constitutionnel, Cour européenne, l'individualisation. Donc il va falloir trouver un dispositif qui, tout en laissant une marge de manœuvre au magistrat, ne lui donne pas la possibilité, heu, d'annuler ce qui serait inscrit dans le nouveau code pénal. Ouais. Actuellement, je dis: «Sur le code pénal rouge posé sur mon bureau, je pourrais mettre: "Ceci n'est pas un code pénal"». Vous savez, comme le tableau de Bien sûr. Matisse, «Ce n'est pas Oui, une oui. pipe». Oui, oui.
Donc il faut qu'il y ait un minimum, que la justice soit bordée un minimum dans son indépendance. Oui, et c'est pour ça que vous dites qu'il faut une révolution pénale, mais aussi une révolution finalement de la mentalité de la société, puisque si on change juste qu'on fait juste une réforme, qu'on change juste le code pénal, mais que derrière un juge d'application peut finalement entre guillemets annuler, amoindrir cette peine, cela ne sert à rien. Et on a bien compris en tout cas cet appel que vous lancez, docteur Maurice Berger. Je pense que un appel que nous lançons tous avec vous finalement et avec votre livre, euh, on aimerait que l'État devienne consistant, que les politiques comprennent le vrai danger que nous courons tous aujourd'hui, dans lequel nous sommes, l'insécurité. Et puis, même si on s'intéressait à cette violence et à ces jeunes violents, si on veut vraiment les aider, et vous l'avez dit, eh bien, les prendre en charge et les limiter dans leur violence dès le début. Merci beaucoup, docteur Maurice Berger, pour votre livre. Je rappelle, Mineurs violents, État inconsistant pour une révolution pénale. C'est un livre aux éditions L'Artilleur. Je crois comme vos deux précédents livres sur la violence, comme sur la violence en France et faire face à la violence en France. Et c'est la fin de la trilogie dans laquelle finalement vous avez dit beaucoup de choses. Il n'y a plus qu'à, comme qui dirait, ce que les politiques vous entendent enfin. Merci beaucoup, docteur Maurice Berger, et à très Merci pour bientôt. votre invitation. Merci. Merci.